Dans tous les cas, ils savent suturer, ils savent arracher une dent, ils savent réaliser une RCP médicalisée. C'est pendant la quarantaine. On est en comité extrêmement restreint. C'est le médecin, l'astronaute, sa famille très proche. Et surtout le jour du lancement. Ouais. Le jour du lancement, bon, là, tout le monde est focus. Et Alors, il y a une bascule totale. C'est assez marrant d'avoir une visio avec l'ISS sur son smartphone dans la voiture. Smartphone qui est un smartphone de l'ESA, hein, c'est pas le smartphone... ouais. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans cette deuxième partie du récit incroyable du docteur Stéphane Alamo, médecin au sein de l'Agence spatiale européenne. On poursuit donc aujourd'hui notre aventure médico-spatiale. Donc on sait qu'on va être désigné pour cette mission, donc on est très content d'être certifié et on enchaîne directement derrière. Okay. Je pars vivre en Allemagne, je pars vivre à Cologne. Hein. Je garde mon appartement à Toulouse, je loue un autre appartement à Cologne et je suis intégré j'ai toute ma vie qui s'organise à Cologne à partir de ce moment-là. Votre mission, c'est de faire de la médecine et de vous occuper des astronautes ou également de suivre les recherches. On sait qu'ils font de la recherche au sein de l'ISS. Vous êtes là pour la santé de l'astronaute ? Alors, il y a une barrière entre les deux. Nous, on est côté opérationnel, côté santé astronaute. On ne peut pas avoir la double casquette parce qu'il y aurait des biais énormes, monstrueux. On ne peut pas avoir la double casquette entre chercheur, investigateur et médecin de l'astronaute pour sa mission. Par contre, on a un droit de regard. On va suivre sa santé avant, pendant et après. Et on va avoir un droit de regard et de conseil principalement pour l'astronaute. Toutes les données de recherche, il y a des expérimentations de physio. C'est pareil, un appel d'offres qui est fait. Différents laboratoires, instituts proposent des expérimentations. On parle que santé et physiologie sur l'astronaute. Nous, on va avoir un droit de regard et surtout un rôle de conseil pour l'astronaute en disant « Ah, cette expérimentation, on sait que ça s'est déjà fait, c'est bof, ou ça fait mal, ou il y a plusieurs choses qui vont pas aller. » Ça peut te coûter. Ouais, il y a deux exemples concrets. Alors, en tant que médecin, en plus, on est tributaire de l'emploi du temps de l'astronaute. On a le dernier mot pendant son vol. Deux exemples très concrets. Il y a eu un casque de réalité virtuelle pendant qu'il faisait du vélo dans la station. Et il y avait un problème de fixation. Donc déjà que le mal de l'espace, c'est un peu compliqué au début de la mission. Pour certains, ils ne l'ont pas tous. En tout cas, pas de la même intensité. Et là, il s'avérait qu'ils faisaient du vélo et ils avaient le casque de réalité virtuelle où ils sont dans la nature en train de pédaler. Sauf que le casque était mal fixé. Enfin, il y a des problèmes de fixation, donc il bougeait. Donc en fait, c'était plus provoquant. C'était émétisant en fait. Ok. Qu'une partie de plaisir. Ça a foutu le mal de mer. Ouais, le mal de l'espace. Oui, ça se rapproche un peu. Hein, c'est pareil. Et en fait, les astronautes qui avaient déjà expérimenté ça avaient tous fait un retour en disant franchement, c'est cool, on se croirait dans la nature, mais en fait, au bout de 10 minutes, on l'enlève parce qu'on a envie de vomir. Quoi. Enfin, on n'est pas bien. Et donc, on conseille de dire non, sauf si amélioration. Donc, forcément, l'instigateur a amélioré les choses. Et Andreas, donc c'est le Danois, c'est Andreas Mogensen. Donc Andy, il l'a eu pendant sa mission. Il a adoré. Parce que ça avait été modifié et qu'en fait, lui, il s'était bien fixé et du coup, il a adoré. Okay. Donc, c'est comme quoi on fait évoluer les choses aussi. C'est pas juste de dire non. On a un rôle de conseil vraiment à ce moment-là avec les expérimentations. D'autres, on va essayer de mesurer les ardeurs de certains. Alors, je comprends tous les investigateurs et les scientifiques qui veulent plein de données, plein de data, etc. Leur dire que 5 tubes de sang le matin juste avant une séance de sport, c'était peut-être pas une bonne idée, encore moins sur une semaine complète. Bon, est-ce qu'on peut pas faire une fois par semaine, pendant 5 semaines, enfin, on essaie de modifier les choses. Il y a des comités éthiques qui valident des expérimentations. Il y a des comités éthiques, il y a un medical board, il y a un board médical qui est... Mais vous êtes là quand même en deuxième lame pour... Non, on est là en deuxième lame, c'est validé, en fait, ils leur demandent déjà de modifier les choses, et nous, on est là vraiment sur le ICB, c'est pour le Information Consent Briefing, c'est Info and Consent Briefing. En fait, c'est le dernier briefing et les dernières infos données avant le consentement. C'est là où on a le dernier regard. En fait, on va dire voilà. En fait, ouais, c'était accepté, mais là, voilà quoi. Ok. Pour revenir un peu sur les 2-3 mois de préparation, donc il y a ce binôme, voire ce trinôme avec les deux médecins. Vous préparez tout ça. T'es au plus près de l'astronaute à ce moment-là.
il y a de l'angoisse, on n'entend pas parler parce qu'ils doivent faire un peu bonne figure et ne pas démontrer une quelconque angoisse, mais ça doit être quelque chose d'être face à un astronaute qui va partir et vous êtes là pour sa bonne santé mentale aussi. Qu'est-ce que tu en dis de cette santé mentale à ce moment-là ? Alors, la santé mentale, moi j'ai jamais vu, et pour l'instant ça... Alors il y a des missions anciennes, russes ou américaines, où il y a déjà eu des problématiques de comportement ou psychologique, on va dire, qui ont été vite réglées, qu'on soit bien d'accord. Il y a une psychologue dans l'équipe sur la mission. Il y en a 2 qui travaillent pour l'ESA. Il y a un suivi psychologique avant, pendant et après le vol, au même titre que le médical, au même titre que le sport, que les préparateurs physiques. Okay. C'est vraiment un travail en trinôme. C'est vraiment médecin, psychologue, préparateur physique. Chacun, d'ailleurs, pendant le vol, a ses consultations spécifiques. Okay. Consultation médicale toutes les semaines, exercice avec les préparateurs physiques toutes les 2 semaines et psychologue toutes les 2 semaines aussi. Okay. J'ai jamais ressenti aucune anxiété chez les astronautes. Et la partie psychologique est globalement simple. Il y a des problématiques liées propres au vol spatial, mais pas au point d'avoir des angoisses ou quelque chose qui puisse dévier vers le problématique ou pathologique. La sélection, au final, est tellement drastique, notamment sur le plan psychologique, que c'est rare de passer à côté de quelque chose. Il n'y a jamais eu une décompensation dépressive, anxio-dépressive, soit avant, soit au cours du vol? Il y a eu des moments. Alors, je parle pas de ce que d'expérience, je parle de ce qui se sait, du débriefing d'autres missions. Alors, pareil, pas des missions récentes sur l'ISS, mais effectivement, sur les anciennes missions, sur l'histoire du spatial, on va dire, il y a déjà eu des comportements limites. Il y en a qui sont connus. Il y a déjà eu une pseudo-mutinerie en vol où les astronautes ont dit non, ça on peut pas le faire. Donc, ils ont fait la grève des expériences pendant une journée en disant on fera aucune expérience si vous nous laissez pas plus de temps libre. Il y a déjà eu ce type d'épisode, mais c'est jamais grave. Il y a une sélection qui est tellement drastique sur le psychologique que c'est rare de passer à côté. Tu disais tout à l'heure que que certains médecins pouvaient devenir astronautes. Les astronautes qui ne sont pas médecins, est-ce qu'ils ont une formation médicale pour, je sais pas, faire un geste en cours de mission, savoir réaliser des points, savoir faire des gestes de premier secours? Il y a un enseignement médical qui est fait? Il y a même plusieurs niveaux. Pendant leur entraînement de base, ils ont un enseignement médical de base sur la physiologie, ce qu'ils vont ressentir, ce qui risque de leur arriver et quels vont être les effets néfastes. Ils ont une formation médicale aux gestes et aux soins. Sur plusieurs niveaux d'accréditation. Il y a le niveau de base et il y a ce qu'on appelle en vol, il y a forcément ce qu'on appelle sur l'ISS toujours un CMO pour Crew Medical Officer, qui va être un peu le décideur médical à bord, qui lui est un peu le commandant du médical, même s'il y a toujours le commandant de la station au-dessus. Il y a un certain niveau. Dans tous les cas, ils savent suturer, ils savent arracher une dent, ils savent réaliser une RCP médicalisée, ils savent... Une RCP médicalisée, c'est-à-dire qu'ils se mettent en réunion pour prendre des décisions? Non, RCP au sens réanimation cardio-pulmonaire. Non, aucun souci. Non. Alors oui, ça c'est leur métier. Ils prennent des décisions avec nous en comité. Enfin, on fait des réunions médicales avec eux, mais je suis désolé pour tous les gens qui se sont marrés à ce moment-là. On fait pas de RCP, je pense, dans l'ISS. Alors, non. Et oui, à la fois. Il y a des décisions parfois qu'il faut prendre au niveau médical quand il y a des problématiques. Donc, il n'y a pas de RCP, mais il y a quand même des groupes de travail qui peuvent se monter. Mais non, réanimation cardio-pulmonaire médicalisée poussée, ils savent faire. Certains, les CMO savent amputer aussi, amputation basique. Il y a pas mal de gestes, oui, effectivement, qui sont possibles. Il y a du matériel de bloc, de quoi faire un bloc? Quelques matériels, alors pas de bloc. Bon, déjà, l'environnement est déjà suffisamment aseptisé, mais effectivement, ils peuvent faire ce genre de choses. Alors, pas forcément le matériel incroyable pour amputer. C'est un peu dans la suite des choses. Ils sont formés aux gestes, ils sont formés aussi au médical, ils sont formés à de la pharmaco aussi. En fait, en vol, ils ont plusieurs kits médicaux avec différents types de médicaments, différents types de matériel. Il y a des kits qu'ils peuvent utiliser seuls, sans conseil médical. C'est du traitement symptomatique. Ils ont le droit d'utiliser certains médicaments. Paracétamol. Ouais, ça va. Alors ça va un peu plus loin, c'est plus à l'américaine. C'est... un peu plus vénère. un peu plus un cran au-dessus. Avec certaines choses qui sont, je pense, plus autorisées en France.
Mais ils peuvent effectivement utiliser ça en fonction des symptômes, etc. Il y a des kits qu'ils ne peuvent pas utiliser ou d'autres médicaments qu'ils ne peuvent pas prendre sans avis médical. Ils ont aussi des checklists en cas d'urgence. En fait, ils débutent la prise en charge. Ils ont des checklists pour pas mal de pathologies. C'est un gros pavé aussi. Et en fait, ils sont relayés après par le sol. Okay. En cas d'urgence ou d'événement médical, en fait, il y a 3 types, on va dire, de moyens, enfin d'urgence ou de problématiques médicales à bord. Il y a les problématiques non urgentes. Je me sens congestionné, j'ai mal à l'oreille, un début d'otite, conjonctivite, peu importe. Auquel cas, ils nous en parlent pendant la consultation hebdomadaire, où ils peuvent demander à n'importe quel moment, via les ingénieurs biomédicaux, via le Capcom ou l'Eurocom, donc leur filière de communication, ils peuvent demander à avoir une consultation non programmée. Okay. Alors avec les nouvelles technologies, parfois ça surprend. Moi, ça m'est arrivé, j'ai reçu un SMS disant consultation maintenant, tel lien. Faut suivre le lien. Ouais. Je me suis demandé si c'était pas un spam. Non, pas du tout. Le lien vers l'ISS. C'est ça. C'est assez marrant. Oui, je l'ai fait dans ma voiture et c'est vrai. C'est assez marrant d'avoir une visio avec l'ISS sur son smartphone dans la voiture. Smartphone qui est un smartphone de l'ESA, c'est pas le smartphone. Ouais. Non, mais c'est des choses encryptées, sécurisées. Oui, okay. Mais ça reste un. On va pas citer de marque, mais ça reste un smartphone qu'on a classique. Quoi. J'ai une puce, j'ai une SIM allemande donnée par l'ESA. Face to face dans ta voiture. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est le type de situation qu'on peut avoir. Il peut y avoir une urgence, on va dire, relative. Un astronaute, alors je cite pas des cas qui sont arrivés, hein, mais c'est des exemples qui peuvent être assez concrets, qui s'est pris le bras entre 2 énormes racks, comme ça, là, quand on voit, là, ils soulèvent des trucs. Alors, il y a la microgravité, donc il n'y a pas la pesanteur, donc ils peuvent les bouger un peu facilement, même si ça reste lourd, il faut donner de l'inertie au truc, mais ils peuvent se coincer un bras entre 2 racks, donc une fracture, on peut imaginer un astronaute qui a de la diarrhée depuis 2 jours, qui est très déshydraté, et puis c'est les autres membres de l'équipage dans la station, on voit qu'il va de moins en moins bien, donc là, ils appellent le sol directement, et on organise une consultation urgente, et généralement, c'est un médecin qui est à la console, donc si c'est sur la zone horaire où ça correspond bien, c'est le médecin de l'agence de l'astronaute. Si c'est un japonais, ça va être le médecin japonais. Si c'est un européen, c'est sur le temps GMT, donc on va pouvoir le prendre en charge. Sinon, sur le segment américain, et c'est là où il y a un rapport de hiérarchie qui s'installe dans les procédures, j'entends uniquement, pas entre agences, parce que dans les procédures, parce qu'après on travaille quoi qu'il arrive ensemble, en coordination, mais c'est la NASA qui va prendre le dessus. Si il fait nuit ou si c'est 6h le matin ou si même chez eux ils ont un médecin d'astreinte, on est d'astreinte H24 nous aussi et 7 jours sur 7, mais effectivement c'est le médecin des États-Unis qui va être réveillé en premier à Houston, qui va aller à la console à Houston et qui va être en lien directement avec l'astronaute en cas d'urgence relative. Et en cas d'urgence absolue, c'est la console à Houston aussi. Et en fait là c'est plus du tout la même chose. Les astronautes commencent la prise en charge via les checklists, et à un moment dans la checklist en fait ils ont le début de la prise en charge, c'est quasiment pareil pour toutes les checklists. Il y a faire ci, faire ça, mettre sur... du coup, on va imaginer un arrêt cardiaque, on ne peut pas masser dans l'espace. Il faut harnacher, il y a une table exprès, une sorte de plan dur exprès, où on harnache, en fait, on strappe la personne en arrêt cardiaque, l'astronaute en arrêt cardiaque. Puis il y a une manière de masser, donc ils vont avoir toutes les étapes comme ça. Et à un moment dans ces étapes de prise en charge, il y a, allez, maintenant c'est le moment, il faut appeler le sol. Il faut contacter ce qu'on appelle MCCH, c'est pour Mission Control Center Houston. Là, on arrête, vous avez commencé la prise en charge. Maintenant, c'est le moment où il faut demander au médecin d'intervenir. Donc, c'est pour qu'ils ne perdent pas de temps au final sur la démarche de prise en charge dans l'urgence, qui commence la prise en charge et qui après contacte le sol. Et à ce moment-là, si le médecin n'est pas à la console parce que c'est la nuit, par exemple, il y a toujours un ingénieur biomédical qui est là. C'est eux qui vont commencer à donner les autres consignes qui suivent. Ils ont, pareil, un booklet, un bouquin comme ça où ils ont toutes les procédures et pouvoir continuer à les suivre et vérifier qu'ils font bien toutes les étapes. Et le médecin est appelé, donc à Houston est appelé, va se rendre à la console immédiatement. Pareil, il commence la prise en charge. Après, il nous prévient. Si c'est un Européen, il va nous dire voilà, il se passe ça. Il a fait un choc anaphylactique, on a dû l'injecter de l'adré. On va commencer le traitement par polaramine et les corticoïdes aussi. Et t'es prévenu. La consultation, le reste, les prochaines consultations, le suivi, c'est toi. On se met toujours en coordination. Il nous appelle, il nous réveille la nuit aussi. Il n'y a jamais eu aucun souci là-dessus. Mais ce sont la NASA, les Américains, dans leur centre de contrôle, c'est eux qui sont décideurs
et qui interviennent en premier sur le segment américain. Okay. Idem avec les Russes, idem sur le segment russe. Ok. Il y a une partie très intéressante, une période très intéressante, c'est celle qui approche du vol, du décollage. Vous avez, je pense, une relation qui s'est construite avec l'astronaute. C'est vous qui l'accompagnez au sein du vaisseau Alors, on fait tout jusqu'au bout. On a une relation qui se construit assez rapidement les premiers mois avant, même avant d'être temps plein. J'avais été le suivre notamment pendant son entraînement centrifugeuse. C'était dans l'Ohio aux États-Unis, sur une base de l'Air Force. On avait passé quelques jours. C'était mon premier contact avec certains médecins de la NASA aussi. Donc les médecins qui vont suivre il y a les 4 astronautes de l'équipage en fait. Donc on découvre les 4 astronautes de l'équipage. Donc c'est coéquipiers. On va découvrir aussi les autres médecins qui vont suivre les autres astronautes. On a eu beaucoup de chance avec Alessandro parce que sur notre mission c'était une première mondiale. C'est la première fois où on avait 4 nationalités dans une seule capsule. Donc il y avait un astronaute russe, Kostya, Konstantin Borisov. Il y avait une astronaute américaine, Jasmine, un astronaute japonais, Satoshi, et Andreas Mogensen, le danois. Donc en fait, on avait 4 agences spatiales qui bossaient ensemble. Et ça, c'était assez inédit. Incroyable. Donc commence à s'installer un petit peu nos premières relations personnelles et de travail avec les médecins des différentes agences. Donc il y avait Roscosmos, JAXA pour le Japon, la NASA. Et commence à s'installer aussi effectivement notre relation avec l'astronaute. À ce moment-là, on va le suivre sur différents entraînements. Alors parfois, on les suit aussi. Alors nous, ça n'avait pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, mais on les suit aussi pendant leur stage de survie qui dure une semaine. On est avec eux, donc ça rapproche pas mal. Pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait sur cette mission. Et puis après, on arrive à Houston. Ils sont à Houston aussi. On les suit pendant leur entraînement en piscine. On se voit un peu en dehors. On construit une relation. Et puis finalement, là où va y avoir le plus de relations qui va s'installer, c'est pendant la quarantaine. Pendant la quarantaine, qui à l'époque du Covid était d'1 mois, qui est de 2 semaines en temps classique, ce qui était notre cas. Donc c'était 2 semaines. On est en comité extrêmement restreint. C'est le médecin, l'astronaute, sa famille très proche. Et basta. Ah ouais. Et des astronautes de support. Alors à l'époque, il y avait l'équipage secondaire. Ça n'existe plus actuellement. En tout cas, ça ne se fait plus pour les décollages avec SpaceX. Mais on va rester effectivement avec... Il n'y a même pas côté 1G, côté... Si, il y a 2-3 personnes qui vont suivre. Il y a le coordonnateur du planning sur place, okay. Coordonnateur des expérimentations aussi. C'est pas beaucoup de monde. Ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Donc, moment incroyable, quoi. Moment incroyable, oui. Et puis, ça permet de créer du lien. La quarantaine, on dit que ça dure 15 jours. Officiellement, un lancement, on le sait tous, surtout avec l'expérience, c'est toujours repoussé. C'est reporté, ouais. C'est toujours reporté, repoussé. Et moi, j'ai dû faire 1 mois de quarantaine, je crois. Alors, pas 1 mois complet. Ça a été repoussé. J'ai pas fait 1 mois complet de quarantaine. Par contre, on a eu une période d'attente assez longue avant la quarantaine. Et puis là, on est avec tout l'équipage, tous les membres d'équipage, avec leurs familles proches en tout cas. On est dans un centre on a 2 centres. Il y en a un qui est dans le Johnson Space Center à Houston, où on travaille pour la NASA. Et il y a un centre de quarantaine qui est là, où on a accès, salle de sport. Il y a même un demi-terrain de basket qui est ouvert tout le matin pour les gens en quarantaine, etc. Une petite piscine intérieure, c'est pour les astronautes pour qu'ils s'entraînent. Et puis on a des chambres, des lieux de convivialité, un énorme salon avec une grande télé, on peut se regarder des films. Une cuisine où on va tous manger ensemble. Il y a des gens qui sont masqués, habillés, qui viennent nous préparer, à manger. Il y a des frigos qui sont remplis de tout. Enfin, c'est. Tu vois monter la pression, notamment côté familial, la famille, en général, plus que les acteurs eux-mêmes, voient le truc monter quand même. La famille peut-être un peu plus. Les astronautes, eux, ils ont. J'ai eu l'impression, en tout cas, dans les discussions, qu'il y a deux moods différents. Il y a un premier mood où la mission approche, ils sont quand même assez excités et concentrés. Ils sont vraiment sur un mode assez focus, en dehors des moments de convivialité. La famille peut-être un peu plus stressée, ça dépend desquels. Moi, je n'ai pas l'impression que ça m'a donné du côté de mon astronaute. Et le deuxième mood qu'ils ont, c'est que finalement, pendant cette période de quarantaine, c'est là où ils ont le moins de choses à gérer. Avant la mission, pendant leurs années d'entraînement, ils ont leur famille, les médias, les voyages, repartir, l'entraînement, stage de survie, aller dans l'Ohio pour la centrifugeuse, revenir, bosser ses cours, bosser machin, refaire des entraînements, la famille à gérer, les enfants qui sont à l'école, des petites choses du quotidien, hein, les enfants à aller chercher à l'école entre deux. Pendant la quarantaine, tout ça s'arrête. C'est eux, leur famille, le décollage, la mission, elle est là, c'est dans 2 semaines, ça va partir. Donc finalement, c'est une période où ils sont plus détendus.
Parce qu'il n'y a plus tout ça à gérer. Personne les appelle, il n'y a pas les médias, etc. C'est très calme. Ils sont dans une bulle. Donc, on ressent plus de la détente. Moi, j'ai ressenti plus un état d'esprit détendu, on va dire, à ce moment-là. Et puis après, on change. On part tout ce beau petit monde dans des avions d'affaires, des jets privés de la NASA. Enfin, c'est pas privé, c'est des avions d'affaires de la NASA. Et on part en Floride, là où il y a le centre de lancement, donc à Cap Canaveral, au Kennedy Space Center. Et là, effectivement, on est 5 jours dans un autre centre de quarantaine. Et on a ce qu'on appelle le sleep shift. On doit se réaligner par rapport à l'heure américaine. Dans l'ISS, c'est l'heure universelle, c'est le temps GMT. Ce qui est pratique pour nous, Européens, parce qu'on a la même journée de travail que les astronautes. Ce qui l'est beaucoup moins quand on doit préparer le lancement. Et le night ou sleep shift, on vit la nuit, quasiment, sur le Kennedy Space Center. Alors, ça a du bon. C'est des très bons moments, des très bons souvenirs, des anecdotes. On a tout le Kennedy Space Center, c'est immense. Hein. Il y a une base de l'armée américaine, il y a une partie de SpaceX là-bas, il y a toute la partie de la NASA aussi, c'est immense. On peut se déplacer qu'en voiture. On allait la nuit dans les marécages, là, l'équivalent des Everglades. C'est en Floride, on allait chasser l'alligator. Enfin, chasser. On allait traquer l'alligator. Il y a une plage aussi qui ça donne sur le bord de mer. Donc, on a une plage, il y a les astronautes, alors nous on n'y va pas s'ils sont avec leur famille et leurs coéquipiers, mais les autres membres d'équipage, mais ils ont une beach house, ils ont une maison où ils peuvent aller se reposer aussi au bord de la plage. Nous on allait à la plage, on a été voir des lacs avec des lamantins. Enfin, tout ça à la période de J-5. Finalement, c'est la période qui est la plus détente parce que vraiment c'est tellement une charge de travail énorme avant pour préparer tout ça, pour arriver dans les meilleures conditions médicales, mais aussi en termes de coordination, de tout ce parce qu'on fait aussi partie de tout ce groupe qui coordonne tout ça. On ne fait pas que de la médecine, et vraiment, c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est tellement là-dedans, finalement, qu'en fait, quand on arrive dans la quarantaine à J-5, à L-5 days, donc il n'y a plus rien à faire. Enfin, il y a des petites choses à faire. C'est carré déjà. Tout est fait, tout est carré, tout est coordonné, il n'y a plus d'examens médicaux. Enfin, il y a un examen clinique avant, mais voilà quoi. Tout a été fait sur des mois avant. On va pas refaire 14 scanners avant le décollage. Enfin, finalement, c'est une des périodes les plus détendues. Je sais pas si ça va choquer les gens. En tout cas, ils vont être surpris d'entendre ça en nous écoutant. L'idée, parce qu'évidemment, Thomas Pasquet a permis de donner des vidéos là-dessus. On voyait beaucoup d'images à ce moment-là. C'était la période du Covid, mais on voyait bien que c'est quand même un moment où il se recentre sur la famille. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Ils partent 6 mois. Ouais. Ils partent 6 mois, donc ils se recentrent sur leur famille. Donc nous, évidemment, dans la quarantaine, attention, hein, on garde notre place. Hein. On est leur médecin, on a un lien avec eux. Enfin, on a une certaine relation avec eux, mais on n'est pas leurs amis, on n'est pas leur famille. Hein. On les laisse tranquilles avec leur famille et leurs amis. On n'est pas au milieu de tout ça. On reste à notre place aussi. Mais ouais, c'est une période extraordinaire. On va visiter le pas de tir, on voit la fusée qui se lève. Il y a les capsules en haut, etc. Pour la première fois de ma vie, en plus, je travaille là, on touche le rêve. Là, on touche le rêve. Là, on touche la partie rêve au sens brut du terme, vraiment au sens émotionnel du terme. Il y a 2 choses. Il y a une première, c'est qu'on commence à travailler. Là, on travaille avec eux par mail, mais là, on travaille avec eux au quotidien. Il y a la tenue d'astronaute qui est là. Il y a les essais de la tenue, les derniers essais. Hein, tout a déjà été fait aussi en avance. On travaille avec les gens de SpaceX. Il y a les médecins de SpaceX qui sont là. Donc, SpaceX, on aime, on n'aime pas. Hein, chacun a sa vision du spatial, mais là, on touche au rêve. On touche potentiellement des bases lunaires, des bases martiennes. Enfin, on travaille avec ces gens-là, en coordination avec ces gens-là. Et puis surtout, le centre de quarantaine. Et là où ils s'habillent, le dernier habillage avant de partir pour la capsule. Et le centre de quarantaine, c'est le même centre de quarantaine depuis les missions Apollo. Donc les chambres chargées d'histoire, quoi. Les chambres où on dort, c'est les chambres où ont dormi Buzz Aldrin, Neil Armstrong, leurs médecins, leurs familles. On est dans ce centre-là. Et d'ailleurs, rien n'a été touché. Enfin, si, ça a été amélioré, mais quasiment rien n'a été touché. C'est là où sont passés tous les astronautes des missions navette spatiale aussi. C'est chargé d'histoire. L'entrée par laquelle sortent les astronautes, par laquelle on sort, nous aussi, quand il y a tous les journalistes devant qui montent dans les Tesla et qui partent en convoi jusqu'à la capsule. Et l'entrée qu'on utilise au quotidien quand on sort courir ou se balader, traquer l'alligator la nuit ou je ne sais quoi, c'est l'entrée par laquelle, en fait, la photo, quand on voit la photo, on se dit je suis désolé du langage, mais putain, c'est là, quoi. On prend en photo et on s'est pris en photo tous ensemble, à toute nationalité. C'est là où sort Neil Armstrong avant de partir pour
pour la Saturn V, quoi. On se dit, mais waouh, c'est là, ça s'est passé là. Donc là, on touche le rêve. On touche le rêve au sens émotionnel du terme. Et surtout le jour du lancement. Ouais. Le jour du lancement, bon, là, tout le monde est focus. Et alors, il y a une bascule totale. Une bascule totale. Jour du lancement, le D-Day, tu nous racontes, vous vous levez, il y a eu... Je te laisse nous peindre le tableau et je te laisse nous raconter la journée. On se réveille, même la veille, on sent que l'état d'esprit se modifie. Tout le monde est plus focus, ça parle moins parce qu'on a tous les dîners, déjeuners, petits déjeuners ensemble dans la même salle. On se parle moins, c'est plus silencieux. Alors, c'est marrant parce que j'ai oublié de dire, pendant la quarantaine, on a tout le monde de convivialité, puis en fait, on voit les astronautes comme personne ne les voit. C'est short claquette dans le centre de quarantaine, mais en même temps, oui, c'est une journée, voilà. On joue aux cartes, enfin voilà, c'est pas l'image d'Épinal qu'on a. Non, le D-Day, c'est levé, on fait les derniers préparatifs médicaux, il y a le briefing météo, et là, vraiment, tout le monde est hyper focus. C'est comme du papier à musique. Chacun connaît son rôle, chacun connaît son poste, chacun connaît ses tâches. Il y a rien qui dépasse. Tout roule tout seul. C'est lié à notre entraînement et à la préparation de la mission en tant que telle. Donc l'astronaute se prépare, il s'habille, il a il y a un check dans la salle, la White Room, où ils testent la pressurisation des combinaisons. Là, c'est la dernière fois qu'on voit notre astronaute avant le lancement. On lui dit au revoir. On échange quelques mots. C'est le moment où on nous voit tous dans la salle. Là, sur les vidéos, c'est H moins plusieurs heures. On est là, on est au milieu de tout ça. Et SpaceX, il y a des médecins de SpaceX qui prennent le relais, qui, eux, en fait, vont accompagner l'astronaute dans le convoi. Il y a un convoi en bas qui nous attend. Donc, nous, on descend à ce moment-là. On est à l'arrière du convoi, dans des véhicules à l'arrière. Et les médecins de SpaceX vont accompagner les astronautes à l'avant du convoi et vont l'accompagner jusque dans la capsule. C'est pas frustrant pour vous ? Non, pas du tout, parce que nous, c'est aussi une question de rôle, c'est une question de tâche. Et c'est pas frustrant, ils ont un dernier coup de fil, c'est un peu folklorique parce qu'ils viennent de voir leur famille 10 minutes avant, ils roulent 10 minutes, ils arrivent à la capsule. Ils ont ce fameux dernier coup de fil au pied de la fusée du lanceur de la Falcon 9. Ils montent dans la capsule, là c'est les médecins de SpaceX, et là il n'y a rien de frustrant parce que nous en fait à l'arrière du convoi on va utiliser quelque chose qui est on va faire quelque chose qui est très intéressant. On devient Search and Rescue. On est équipe de recherche et de secours. On va se positionner non loin du pas de tir, à distance raisonnable. Il y a plusieurs zones qui sont définies en fonction de la météo et des vents. On est à côté du pas de tir, et là en fait on est avec le détachement 3 de l'armée américaine, qui est un détachement médical aussi. On a une capacité de projection. En fait, le lancement, pour utiliser l'effet de fronde de la Terre, c'est pour ça qu'on lance près de l'équateur, c'est là où il y a le plus d'effet de fronde. Le lancement s'effectue de l'ouest vers l'est. Donc ça part de Floride, c'est lancé, et la fusée ne monte pas verticalement, elle suit une trajectoire un peu... Elle va monter, elle va survoler le dessus de l'Atlantique, elle va voler au-dessus de l'Atlantique, et aller après au-dessus de l'Europe. Il y a plusieurs phases, en fait. Il y a une phase où on doit être là, donc on a tout. On a des hélicoptères de l'armée américaine, bateaux, avions. C'est en tant que médecin urgentiste, pour moi, c'était incroyable. J'ai eu autant de moyens. On a des ambulances aussi. On est tous les médecins. Il y a plusieurs médecins. Il y a des médecins américains, de l'armée américaine aussi. On a des paramédics avec nous. Et en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a donc le médecin de SpaceX lâche l'affaire à ce moment-là. L'astronaute est dans la capsule, il le laisse, il s'en vont. Et non, c'est pas inintéressant, on n'est pas frustré parce qu'on est là et c'est incroyable parce que déjà on va voir le lancement de près. Ah ouais, tu te retrouves à combien de la fusée là ? Alors, on n'est pas loin, on est à peut-être 4 km max. Alors que les premiers publics... Ouais, ils sont plus loin, ils sont beaucoup plus loin. Ouais. J'ai plus les distances en tête, je vais rien dire plutôt que dire une bêtise, mais ouais, on est proche. En tout cas, on est proche. Ah non, on a un casque, on a boule caisse plus casque. Hein. Ah. Ouais, non, c'est... Non, on se met là, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le moment où ils peuvent, au moment où ils remplissent la fusée, en fait, des ergols au dernier moment. En fait, ils peuvent soit s'extirper de la capsule, l'ouvrir, s'extirper. Ils ont des sortes de tyroliennes, des bacs reliés à des tyroliennes qui les amènent directement sur la plage. Il faut aller les chercher à ce moment-là. S'il y a une fuite de gaz ou une fuite de carburant ou d'ergol. Et en fait, à ce moment-là, ils s'extirent. Puis il y a aussi, une fois que la fusée est remplie, le bras qui leur permettait d'accéder à la capsule se rétracte. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle, en fait, la capsule peut s'arracher. Elle se détache avec des rétrofusées et elle s'arrache. En fait, elle s'éjecte. Auquel cas, il faut aller les chercher là où ça s'est éjecté,
quelque part, pas loin du Kennedy Space Center, souvent dans l'eau, côté mer. Donc, il faut y aller en bateau ou en hélico. Et il y a la partie où cette capsule peut aussi s'éjecter s'il y a un problème sur la fusée ou si le lanceur explose au moment où ils sont au-dessus de l'Atlantique. Alors là, il faut aller les chercher effectivement beaucoup plus loin. Dans notre sac, on n'a rien. Tout l'équipement médical, c'est le détachement 3 qui l'a. Par contre, on a obligation d'avoir 3 jours de vêtements et notre passeport, au cas où on doit aller chercher la capsule on ne sait où. Parce que finalement, une fois que l'Atlantique a été survolé, quand on arrive aux portes de l'Europe, en Angleterre, c'est plus du tout la même chose. Si la capsule s'arrache, elle est déjà suffisamment en orbite pour pouvoir se permettre de faire plusieurs fois le tour de la Terre et faire une réentrée contrôlée, en fait. Okay. C'est plus une réentrée non contrôlée. Enfin, c'est toujours contrôlé, mais plus on a le choix du lieu, on va dire. Mais au cas où on n'ait quand même pas le choix du lieu et que ça aille dans les steppes de Mongolie ou je ne sais où, il faut qu'on ait notre passeport avec nous pour aller chercher les astronautes à cet endroit-là. Ils sont secourus par d'autres secours, mais il faut qu'on puisse prêt aller à chercher. Partir dans des endroits. Exactement, on a un avion qui est prêt, des hélicoptères. D'ailleurs, ça faisait partie de notre entraînement. On a l'entraînement d'exercice pour s'extirper l'hélicoptère si jamais il y a un crash dans l'eau. On a nos équipements avec bouteilles d'oxygène, petites bouteilles de plongée et puis gilet de sauvetage. Donc ça fait partie de nos entraînements. On a des entraînements physiques incroyable. Et de survie aussi, oui, en tant que médecin. On a ça aussi. Et puis voilà, le lancement, quoi. Incroyable. Le lancement. Parfois, c'est annulé. Alors, nous, on a eu le cas, ça a été annulé à H- quelques heures. On a été dans les derniers préparatifs médicaux. Voilà. Donc, du coup, on a dû repousser au lendemain. Mais c'est assez incroyable. Et puis, le lancement, c'est assez incroyable. Tu flippes pour ton astronaute ? Non. T'as confiance à la machine ? Totale confiance dans la machine, dans le lanceur. Et puis en plus, l'astronaute, on l'a pas forcément tout de suite parce qu'il y a ce qu'on appelle une phase de vol libre, qui est une phase où ils vont orbiter plusieurs fois pour s'aligner sur l'ISS, s'aligner sur la vitesse de l'ISS et pouvoir s'arrimer. En fait, il y a toute une période d'approche de l'ISS. Et en fait, tant qu'ils sont dans la capsule, alors ça peut durer quelques heures, quelques jours, ça dépend. C'est aussi le cas pour Soyouz. Et à ce moment-là, en fait, on n'intervient pas non plus. Alors ça, c'est des accords qui sont passés, qui sont comme ça. Pendant cette phase de vol, quand ils sont alors toujours en coordination, on communique entre nous, il n'y a pas de « je te dirai pas, ça ne te regarde pas ». C'est le médecin de SpaceX, dans le centre de contrôle de SpaceX, qui gère le médical à ce moment-là. Okay. Les premières consultations, notamment quand ils sont sujets au mal de l'espace, etc., quand ils entrent dans cette phase de début de microgravité, c'est à ce moment-là, en fait, il peut y avoir des symptômes. Mais en fait, on a un protocole avant, on les prémédique avant. On a un protocole pendant. On écrit au médecin de SpaceX en disant moi, docteur un tel ou une telle de l'Agence spatiale européenne, j'ai envie, si jamais il a le mal de l'espace, d'utiliser ça comme médicament. Et on met d'ailleurs des médicaments dans leur. Ils ont une petite sacoche sur la jambe. Ils ont un kit personnel médical sur leur sacoche. On dit j'ai prévu ça. Est-ce que tu peux lui donner ça? On coordonne tout avant. Et même si ça arrive pendant, ils nous appellent. S'il y a un problème, ils nous appellent. Ils vont pas dire au fait, il y a 2 jours avant l'arrimage, il s'est passé ça. Non, ils nous appellent direct. Ok. Et nous, nos premières consultations commencent à partir du moment où ils sont arrimés, ils sont rentrés officiellement dans l'ISS. Ok. Et là, une consultation par semaine, tu disais ? Ouais, une consultation par semaine. Vous faites une consultation qui globale. Avec là aussi un checkpoint pour à chaque fois ne rien rater. Et plein de choses. On a des bullet points ou des checklists pour rien rater, mais on doit avoir pas mal de choses. On doit avoir son temps de travail. Comme je disais, on est tributaire de ça. On doit avoir son temps de travail, trouver un équilibre entre le temps de travail, le temps de repos, le temps d'expérimentation, le sport. On doit vérifier à ce qu'il fasse bien son sport, qu'il ne se blesse pas. On est toujours en coordination avec les préparateurs physiques parce qu'on doit vérifier qu'ils reçoivent les bonnes prescriptions sur les machines de sport. On leur demande comment va le moral aussi parce que même s'il y a une consultation bi-hebdomadaire avec la psychologue, on est tous un petit peu, même les préparateurs physiques, on est tous un petit peu à l'affût du moindre changement d'humeur sur des petites choses. Ça peut être... il s'alimente moins ou il fait plus qu'1 heure. Finalement, dans l'ISS, tout est réglé, tout est protocolisé, mais ils font ce qu'ils veulent aussi. S'ils ont envie de faire qu'1 heure et demie de sport, ils font qu'1 heure et demie de sport. Ils sont 2 heures de prévu. Si à un moment il en a marre, ou elle en a marre d'ailleurs. Peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Donc on peut le voir en disant tiens, ça fait quand même 2-3 jours là, j'ai vu là avec ceux qui s'occupent du planning que tu avais fini le sport 1 demi-heure plus tôt, tu te sens plus fatigué que d'habitude, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le moral? On a l'essence au sens téléconsultation, c'est très bizarre c'est de la télémédecine, mais
on a l'essence en éveil en fait. On est toujours là un petit peu sur le qui-vive en disant ah ok bon là globalement ça se passe bien, les consultations c'est très court mais voilà. Et puis on doit poser des questions sur le sport, comment ça se passe, est-ce que t'as mal, l'épaule ça va mieux, le coude là bon on va arrêter tel type d'exercice pendant une semaine, on reprendra après. On fait de la gestion du quotidien, du temps. Moi, ça m'est arrivé. Alors, il n'y a pas de secret dans ce que je dis. Il y avait une expérimentation qui devait avoir lieu et qui, en fait, devait prendre place le week-end. Donc, en fait, on a dû négocier à un moment le fait que s'il travaillait sur cette expérience le week-end, il aurait du temps libre en semaine en contrepartie. Ce genre de choses, voilà, qu'on va gérer. Et puis après, nous, on a le côté médical, consultation, et on a le côté coordination aussi, au sein de l'ESA et avec la NASA, parce qu'une fois de plus, c'est eux qui sont responsables des astronautes côté segment américain. On a toutes les réunions, en fait, toutes les réunions avec la directrice de vol, le directeur de mission, ce genre de choses. En fait, le médecin en a une place vraiment importante. Okay. Alors souvent, ça tient à dire rien à reporter, tout va bien, on continue. Tant mieux. Souvent, c'est en rapport à ça. Mais s'il y a des problématiques médicales en vol ou d'autres problématiques, on va nous demander notre avis ou alors on va nous demander conseil en disant il y a telle urgence ou telle pathologie à bord. On doit la traiter pendant une semaine. Ça veut dire que la sortie extravéhiculaire, on doit la repousser. Ça veut dire que le sport, on doit se calmer pendant une semaine. Donc, il sera moins en forme pour l'expérimentation la semaine d'après. Il y a tout ça à coordonner en fait. Et ça, on le fait avec tous les directeurs de programme. Ils sont demandeurs de la consultation. Ça leur fait du bien, tu vas me dire des fois oui, des fois non, mais je veux dire, c'est un moment important pour eux dans leur semaine. J'en connais qu'un. Ouais, c'est vrai. Il n'était pas très médecin. Okay. On va dire ça comme ça. Ce que je comprends, et ça fait partie de la relation aussi, faut qu'on se mette... ouais. Faut qu'on se imposer, mette... Ouais, on ne doit pas s'imposer déjà. Comme je disais, on est s'imposer au milieu de leur famille pendant la quarantaine, etc. On a une place quand même... à garder et ne pas imposer non plus notre médecine forcément omniprésente. Nous, ça a été dit, on a des briefings avant la mission, même 6 mois avant. On a le premier briefing médical 6 mois avant, on commence à mettre en place les choses. Et on discute aussi de ce qu'a envie de l'astronaute. Il m'a dit, moi, j'ai pas envie d'être surmédicalisé, qu'on me fasse une écho tous les 3 jours parce que j'ai l'épaule qui me fait mal ou parce que j'ai le genou qui grince. Ou, voilà, quoi. J'ai envie de faire ma vie comme je l'entends dans l'ISS et j'ai envie de faire ma vie comme je la fais sur Terre, en fait. Si j'ai mal au genou, je ferai une demi-heure de moins de sport. Ouais. Et puis, on va pas forcément... J'ai pas demandé une consultation tous les 2 jours parce que j'ai mal au genou, quoi. Ce que j'entends parfaitement, parfaitement à ce moment-là. Ok, formidable. Les 6 mois passent, ils reviennent. La mission, pour toi, c'est laquelle une fois qu'il est revenu sur Terre ? Le retour, c'est de la réhabilitation. C'est les expérimentations du retour, faire en sorte qu'elles se passent bien, qu'elles ne soient pas trop invasives pour l'astronaute. Et c'est de la réhabilitation. Toi, tu es un peu c'est de la réadaptation. Au-dessus de l'expérimentation en disant la santé, elle ne va pas être OK. C'est ça. Vous poussez trop. C'est ça. J'ai besoin de... exemple... une fois de plus exagéré volontairement, mais il vient de rentrer, ça fait 2 heures, 3 heures qu'il est sur Terre. Tous les scientifiques se jettent dessus, c'est normal. Ils veulent tous leur prélèvement, leur machin. Au 5e tube de sang, on va faire une pause d'1 heure. Il va profiter un peu avec sa famille. Il va essayer de se lever un peu parce que c'est pas évident pour eux. Ils ont des problèmes d'équilibre, de gestion de la marche, etc. On verra après. On se calme un petit peu. Mais c'est plus une démarche de réadaptation derrière, réadaptation, et puis gérer les problèmes médicaux qu'on a gérés en vol, en télémédecine, avec des médicaments ou d'autres choses, etc. Maintenant, on peut les prendre en charge sur Terre. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'examens complémentaires en plus pour aller plus loin, parce qu'on est limité par l'échographie et certains prélèvements biologiques en vol. L'écho, qu'est-ce qu'il a réalisé en vol ? C'est eux-mêmes. Okay. C'est eux-mêmes. Ils sont guidés. Ils ont un guide au sol et c'était très intéressant de voir ça aussi. Ils ont sur l'échographe, ils ont tous les boutons. Alors, ils sont entraînés avant la mission aussi. Ouais. Ils ont tous les boutons, ils ont des codes couleurs et des chiffres. Clique sur le violet 1, le bleu 3, tourne la molette rouge vers la droite. Alors c'est le gain. Alors nous on sait ce que c'est le gain ou la profondeur. Et eux on leur dit ça comme ça en fait et ils placent. Alors soit ils se le font eux-mêmes et quelqu'un gère l'appareil à écho, soit c'est l'inverse. Enfin ils se débrouillent un peu. Il y a beaucoup de choses dans l'ISS. C'est bien fait entre guillemets, mais c'est du système D. Ils apprennent aussi. C'est des techniciens hors pair on va dire. Ouais. Ok, incroyable. Donc des examens complémentaires à réaliser en plus sur Terre si c'est nécessaire, on doit gérer ça, gérer d'autres traitements s'il y a besoin, et gérer ça, et puis finalement après on rend notre rapport clinique de vol, et puis la mission
s'arrête, ça redescend tout doucement, comme ça, tout tranquillement, et puis la mission est finie, quoi. Ok, formidable, incroyable. Merci beaucoup. Derrière, toi, tu as quel projet? Donc là, tu fais toujours partie de l'Agence spatiale européenne. Tu as ce poste pour combien de temps? Et est-ce que tu vas être désigné sur un nouvel astronaute? Alors, il n'y a pas de temporalité pour le poste, pas pour l'instant. Il y a les nouveaux astronautes qui vont voler, la nouvelle promotion. Donc, il y a Sophie Adenau, la française, qui va voler là début 2026. Puis Raphaël Liégeois, qui est belge, qui va voler sur la deuxième partie de 2026. Ce serait incroyable, un duo francophone. Alors... avec toi. Oui, ça serait dans un monde idéal, mais on ne peut pas imposer une nationalité médicale sur une mission. Ah, d'accord. On est plusieurs médecins, il y a un turnover de médecins, on est obligé d'avoir une rotation des médecins. Okay. Donc on ne peut pas imposer une nationalité, sinon ça veut dire que s'il n'y a que des astronautes italiens, allemands et français... c'est tout le temps les mêmes médecins qui travaillent et pas les autres, donc on ne peut pas imposer ça. Donc il y a une rotation de médecins qui se fait, donc normalement c'est notifié que même si on essaye de faire en sorte que c'est pas la nationalité ne doit pas rentrer en compte dans l'attribution des missions aux médecins. Okay. Donc Sophie, pas sûre du tout. Ça sera sûrement sur notre mission, pour une autre nationalité. Puis Sophie, je l'ai suivie pendant tout son basic training, là, pendant un an et demi. Puis on s'organise, c'est pareil, en dehors des missions... c'est en fonction des nationalités ou pas. Si un astronaute est en France, il a besoin d'un service. Moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des ordonnances à une pharmacie pour un astronaute américain qui venait visiter Paris, par exemple. Enfin, c'est ce genre de choses qui ont déjà été faites. On se rend service les uns les autres, en fait, c'est juste ça. Là, t'as quelle organisation en ce moment 50-50 à peu près, on reste sur les mêmes choses. Je suis un peu moins à l'ESA parce que la mission est finie, on est sur une phase plutôt descendante. Puis il y a d'autres choses, il y a les missions privées, il y a des astronautes de réserve d'autres nationalités européennes qui ont été sélectionnés, donc c'est des astronautes qui gardent leur vie et leur métier au quotidien et qui peuvent être désignés sur des missions de courte durée pour d'autres pays. Le premier à l'avoir fait là, c'est le Suédois, Marcus Vand, qui est pilote de chasse et pilote d'essai dans l'armée de l'air suédoise, qui est parti avec la mission Axiom 3. Il y a un Polonais, Slavoj, qui va partir avec Axiom 4. Donc, il y aura un médecin dessus pour une mission de courte durée. Donc, il va y avoir plein de choses. Les futures missions me concernant, ça sera sûrement une mission de longue durée pour un des astronautes qui va voler. Les 5 de la nouvelle promotion vont voler en longue durée. Et puis, peut-être une mission de courte durée sur une mission privée. Un prestataire, on va dire, privé pour un astronaute de l'Agence spatiale européenne. Le futur un peu plus lointain, c'est les missions Artemis. On n'y est pas encore, mais les groupes médicaux commencent un petit peu à se former, donc on part plus sur les missions lunaires là. Effectivement, ça c'est quelque chose qui pousserait un peu plus loin le rêve. L'ESA il y aurait a priori des sièges pour des astronautes de l'ESA. Et puis l'ESA participe au projet Gateway, donc il a future station spatiale autour de la Lune. Il y a des modules européens. Oui. Le module de service de la capsule Orion, de la capsule qui amène les astronautes vers la Lune, c'est européen, c'est European Service Module, qui est greffé. L'ISS, elle a une durée de vie limitée, non Oui, alors ça a été repoussé plusieurs fois. Ça vieillit, c'est comme tout. C'est un milieu clos qui est dans l'espace et qui vieillit, qui est rafistolé en permanence. Ils réparent, ils modifient, ils font des modifications en permanence. C'est une des principales missions des sorties extravéhiculaires. C'est pas juste pour être en dehors de la station, parce que c'est quand même très dangereux. C'est pour réparer ou modifier des choses sur l'ISS. Peut-être que ça va s'arrêter de 2028-2030, on verra pour l'instant. Il y aura des stations privées aussi, Axiom, qui pour l'instant fait des missions de courte durée privée sur l'ISS, a comme projet de monter sa propre station et de la commencer à partir de l'ISS, c'est-à-dire qu'il grefferait un module, plusieurs modules comme ça, un peu de manière protéiforme. Ils créeraient leur station à partir, comme un Lego, à partir de l'ISS, puis se détacheraient après pour avoir leur propre station. Donc des missions Axiom, des missions ISS, longue durée, des missions lunaires, je l'espère. Là, ça serait encore aller plus loin dans le rêve. Et puis, tout n'est pas fermé, on va dire. Alors ça, c'est pareil, on ne peut pas l'espérer ni l'avoir comme projet. Il y a la notion de parastronaute, première fois mondiale. C'est en Europe. Pendant la dernière sélection, il y a John McFall, qui est donc parastronaute. Dis-moi. Qui est donc un astronaute avec un handicap, avec une déficience. Donc, John, qui est chirurgien orthopédiste en Angleterre, est amputé.
au niveau de la cuisse, au niveau d'un des membres inférieurs. Ouais. Donc, c'est un projet c'est ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Le nom, c'est le projet Fly. Et je pense je lui souhaite surtout, et on va tout faire pour qu'il vole. C'est comment faire en sorte que quelqu'un avec un handicap, là, c'est ce type de handicap qui a été sélectionné parce que sur l'étude de faisabilité, mais on peut imaginer plein de choses en fait. Hein. On peut imaginer énormément de choses. Et donc là, c'est comment faire en sorte qu'il puisse voler en sécurité. Donc, quel type de prothèse, comment, quelle phase de vol, quelles sont les missions qu'on peut lui attribuer, etc., sous quelle forme. Il y a tout un projet, toute une étude de faisabilité. Et puis un jour, peut-être qu'ils sélectionneront d'autres parastronautes. Et puis, pourquoi pas des daltoniens. Hein. Donc, ça serait un peu l'aboutissement de tout ça, effectivement, devenir astronaute un jour. En tout cas, aller de moi-même dans l'espace. Et on verra, ça fait partie du rêve. Pourquoi pas des daltoniens ? On peut imaginer plein de solutions techniques et technologiques pour des daltoniens dans l'espace. Ouais. Stéphane, c'était incroyable. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Ouais. Il y aurait évidemment 75 000 questions possibles de plus, mais merci. Et puis, les gens vont écouter comme moi avec une grande attention. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. À bientôt tout le monde. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.